Des habitants épiant derrière de sombres colonnes de peur. Pirogues fracassées. La désolation. Si cette histoire est une parabole, peut-être chacun tirera-t-il sa propre morale et découvrira-t-il le sens de sa propre vie. Tout le monde, à la base, se souvient du retour de la famille. C'était vers la fin d'un après-midi doré. Les premiers gamins courant comme des fous dans la ville répandirent le bruit du retour de Kino et Juana. Et chacun se précipita dehors pour les voir. Dans la ville, on raconte l'histoire d'une grosse perle. Comment elle fut trouvée puis perdue à nouveau. L'histoire de Kino, le pêcheur, de Juana, sa femme, et de Coyotito, leur petit bébé. Et comme l'histoire a été si souvent racontée, elle demeure enracinée dans la mémoire de tous. Mais tel de vieux contes qui demeurent dans le cœur des gens, on n'y trouve plus que le bon et le mauvais, le noir et le blanc, la grâce et le maléfice sans aucune nuance intermédiaire. Quoi qu'il en soit, si cette histoire est une parabole, peut-être chacun en tirera-t-il sa propre morale et découvrira-t-il le sens de sa propre vie. Quoi qu'il en soit, on raconte dans la ville que Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona,
como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Kino se réveille. Le soleil pointait déjà à l'horizon. Comme tous les matins, le coq pourchasse les poules. Derrière la hutte, on entend les cochons grogner et farfouiller dans les restes de la veille. Kino se retourne vers sa femme. Juana a les yeux ouverts. Kino n'a pas souvenir avoir jamais surpris sa femme les yeux clos à son réveil. Dans sa caisse, en carton suspendu au plafond par une corde, Coyotito gazouillait et s'agitait. On entend le murmure des courtes vagues sur la grève. Kino aime ce chant-là. Il ferme les yeux pour mieux en entendre la musique. Autrefois, les ancêtres de Kino avaient été de grands inventeurs de chants. Tout ce qu'ils faisaient, voyaient, pensaient ou entendaient devenait un chant. À ce moment même, dans la tête de Kino, trotte un chant. Un chant doux et tendre. S'il avait été capable de l'exprimer, il aurait appelé la chanson de la famille. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Kino se lève, va vers le trou rougeoyant du foyer, s'accroupit, prend une galette chaude, la roule, puis la mange après l'avoir trempée dans la sauce. Puis il boit un peu de pulque. C'est là le seul déjeuner de Kino. Le seul déjeuner qu'il ait jamais connu. À son tour, Juana va vers le foyer, s'empare d'une galette et... Kino et Juana se figent. Là, dans la pièce, quelque chose, une présence étrangère, un mouvement imperceptible. Le premier regard de Kino et Juana va vers Coyotito. Un scorpion descendait le long de la corde suspendue au plafond, dangereusement. Kino tend la main vers le scorpion. Le bébé continue de s'agiter, de rire. Les lèvres serrées,
Juana récitait une vieille formule magique pour conjurer le sort. Le père avance lentement sa main vers l'animal. Et c'est à ce moment que le bébé, en riant, secoue la corde et le scorpion tombe, atterrit sur l'épaule du bébé et frappe. Saisit, l'écrabouille dans sa main, puis le jette par terre et l'aplatit de son pied. Pendant que Coyotito criait de douleur dans sa caisse, Juana se précipite sur son bébé, pose ses lèvres sur sa blessure, suce fort et crache, ressuce et recrache, pendant que Coyotito criait. Pendant ce temps, reste là, les bras ballants, impuissant, inutile. Les hurlements du bébé ont alerté les voisins. Le docteur! Allez chercher le docteur, faites venir le docteur! Le mot se passe de bouche en bouche. Juana demande le docteur! Juana demande le docteur! Juana demande le docteur! Un voisin se tourne vers Juana et lui dit, mais vous le savez bien, le docteur ne voudra pas venir ici. Non! Eh bien, si le docteur ne veut pas venir ici, nous irons chez lui! Alors, avec douceur, Juana enveloppe son enfant dans son châle et sort, suivie de son mari et des autres. Quino hésite. Ce docteur-là n'est pas des siens. Il fait partie de la race qui, pendant près de 4 siècles, a battu, affamé, volé Quino et les siens et les a si tellement terrorisés que maintenant, l'indigène ne se présente devant sa porte qu'avec humilité. La porte s'ouvre de l'intérieur. Dans l'entrebâillement, on aperçoit un domestique de la race de Quino. Por favor, el pequeño, nuestro bebé fue envenenado por un escorpión, necesita el médico, por favor, necesita el médico. La porte se referme. Ouais, c'est qui? C'est un petit Indien avec un bébé dans les bras. Il dit que les scorpions l'ont piqué. Quoi? Je n'ai rien d'autre à faire que de soigner les piqûres de petits Indiens, hein? Suis-je docteur ou vétérinaire? Allez! Allez, oh. Est-ce qu'ils ont l'argent? Quino remet au domestique un petit sac en toile contenant les 8 dernières perles qu'il avait pêchées. Quoi? Il compte me payer avec ça? Ces espèces d'ulcères gris et repoussants? Allez, dis-leur de partir. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez. Sans rien dire,
Le domestique empoche les perles et détache les chiens de garde. C'est la débandade. En un rien de temps, plus personne, plus de voisins. Kino et Juana se retrouvent seuls, haletants sur le chemin. Il faut dire que ce jour-là était un jour maudit. Car à peine venait-il d'échapper au molosse du docteur que les voilà face à Paolo Grande. Paolo Grande, l'homme à qui Kino devait encore 50 pesos pour l'achat de son harpon. Menaçant, sans même écouter les supplications de Kino et Juana, Paolo Grande exige d'être payé dans la journée. 50 pesos. O bien la muerte. Et sur ces mots, il leur tourne le dos. Kino et Juana se regardent. Et maintenant, que faire? D'un côté, leur enfant entre la vie et la mort, et de l'autre, Paolo Grande. Paolo Grande dont tout le monde sait de quelle violence il est capable pour récupérer son argent. Voilà deux sacrées bonnes raisons de repartir à la pêche aux perles. Voilà la seule véritable source de revenus de Kino. Il faut remettre la barque à l'eau. Kino et Juana redescendirent vers la plage et gagnèrent leur pirogue. La seule vraie richesse que Kino eut au monde. Elle était très ancienne. Son grand-père l'avait ramenée de Nayarit et l'avait léguée à son père. Et c'est ainsi que Kino en avait hérité. C'est en même temps une possession et la nourriture garantie. Car un homme qui possède une pirogue peut toujours garantir à sa femme qu'elle aura quelque chose à manger. Alors, Kino, chaque année, la revêtait d'une couche d'enduit nacré, selon la méthode qui lui avait été également transmise par son père. Il arrive près de son embarcation, et comme à l'accoutumée, il en caressa tendrement la proue. À côté sur le sable, il pose son roc de plongée, son panier et ses 2 cordes. Puis il plia soigneusement sa couverture et la plaça dans le creux de la proue. Juana y déposa Coyotito et le recouvrit de son châle pour le protéger des rayons ardents du soleil. Une fois la barque à l'eau, Kino et Juana
aperçurent au loin les autres pêcheurs de perles sortis depuis bien longtemps. Kino se déshabille, passe les jambes par-dessus bord, prend une courte inspiration et plonge. Malgré plusieurs plongées successives, Kino remontait toujours à la surface les mains vides. Alors, il prend plus de risques. Il plonge plus profondément et plus longtemps. Il faut dire que Kino avait la capacité de rester sous l'eau pendant près de 2 minutes sans aucune fatigue. Soudain, à l'abri d'un rocher, Kino aperçoit un coquillage. Très doucement, Kino l'arracha et la plaqua contre sa poitrine. Et d'une ruade, son corps remonta à la surface. Il empoigna le rebord du canoë et l'y déposa. Et lui-même remonte à bord. Les yeux étincelants. Abrela. Alors Kino introduit sa lame entre les valves. Il en joue comme d'un levier. Il sent le muscle résister. Kino insiste. Et le coquillage s'ouvre. Et la perle était là. La grosse perle, parfaite comme une lune. Elle purifiait la lumière et la rendait dans une incandescence argentée. La voilà. La voilà, la grosse perle, aussi grosse qu'un œuf de mouette. La plus grosse perle du monde. Voilà, Kino est riche maintenant. Kino est riche. Allez, faites sonner les cloches. Allez, faites sonner les cloches. Oui, faites sonner les cloches. Kino est riche maintenant. Kino est devenu l'homme le plus riche. Allez, oui, donnez à manger à tout le village. Donnez à manger à tout le village. Kino est devenu l'homme le plus riche. Donnez à boire à tout le monde. Oui, Kino est l'homme le plus riche. Oh, Kino est devenu très riche. Dans la perle, Kino voit son nouveau monde. Juana, dans un châle tout neuf, une jupe longue et des souliers aux pieds. C'est là, c'est dans la perle que Kino voit toutes ces images. Et Kino voit Kino lui-même dans la perle, portant un habit blanc tout neuf, avec un chapeau à la main. Non, pas un chapeau de paille, s'il vous plaît. Oui, un beau feutre noir, voilà. Oh, avec des chaussures. Non, pas des sandales, mais oui, de vrais souliers à lacets. Oh, et Coyotito. Mais c'est lui qu'il fallait voir. Coyotito portait un veston bleu marine, le veston des marins américains, avec sur sa tête une petite casquette de yachtsman. Oh! Et tout cela, Kino les voit dans la perle, et il dit, nous aurons des habits neufs. Mais c'est pas fini. Oui, un harpon, mais oui, pour remplacer celui qu'il avait perdu l'année dernière. Oui, un fusil, oui, pourquoi pas, puisqu'il est tellement riche à présent. Et Kino
se voit dans la perle. Kino voit Kino avec une carabine Winchester au poing. Oh, le rêve le plus fou. Un rêve éveillé mais tellement agréable. Kino voit Coyotito. Coyotito à l'école. Il est assis devant un petit pupitre. Il portait un veston bleu avec une large cravate en soie. Coyotito écrit sur une large feuille de papier. Et qui nous dit, mon enfant ira à l'école. Mon enfant saura lire dans les livres. Mon enfant saura tracer les chiffres. Et tout cela nous rendra libres, car il aura la connaissance des choses. Et à travers lui, nous l'aurons aussi. Kino est riche à présent. Campolilio, ay de mi, Yolona, Yolona, Yolona de un campolilio. El que sabe de amores, Yolona no sabe. El que La nouvelle se propage à travers le village des Huttes, à travers la ville de ciment, et arrive jusqu'aux oreilles du docteur des riches. Et pour la première fois, le docteur des riches ose venir dans le village des Huttes chez Kino et Juana pour soigner leur bébé. Alors, après quelques simagrées dignes d'un charlatan de foire, il déclare: oh, ça y est, oh, j'ai gagné la partie. Oh, il ira mieux maintenant. Oh oui, oh oui. Dites, quand est-ce que vous pensez pouvoir me régler ma note? Je vous paierai dès que j'aurai vendu ma perle. Ah bon? Vous avez une perle? Une belle? Et le cœur des voisins éclata. Hey! Il a trouvé la perle du monde! Hey! Kino va devenir un homme riche! Hey! C'est une perle comme on n'en a jamais vu! Hey! Ah bon? Je n'en ai rien entendu! Oh, vous l'avez mise en sécurité, j'espère. Voudrez-vous que je vous la mette dans mon coffre? Car ce serait malheureux qu'on vous la vole avant que vous l'ayez vendue. Je l'ai mise en sécurité. Et dès demain, je la vends et je vous paierai. Le docteur déçu sort et la foule se disperse. Aussitôt le docteur sortit, Kino court à sa cachette. Il déterre son trésor, va faire un autre trou dans la terre battue et l'y enfuit et le recouvre de terre. Dans les minutes qui vont suivre, Kino va répéter le même geste inlassablement sous le regard interrogateur de sa femme. Mais qui donc crains-tu? Tout le monde.
À la nuit, du coin de la hutte, vient un son, un bruit imperceptible, une respiration contenue. Kino arrête son souffle pour mieux écouter le grattement d'un doigt contre le sol. Sa main plonge dans son habit vers son grand couteau. Kino se détend comme un chat en furie, bondit vers la sombre chose et donne des coups et sent la lame s'enfoncer profondément dans l'étoffe. Mais il prend un violent coup, son crâne explose de douleur. Un piétinement, un bruit de fuite et le silence. Dès le lendemain matin, Kino décide d'aller voir les acheteurs de perles. D'un pas digne, il sort de chez lui accompagné de Juana portant Cotito dans les bras. Dès qu'ils sont engagés dans le chemin encore frais de rosée, les voisins leur emboîtent le pas. Les maisons crachent des gens. Les seuils vomissent des enfants. Mais une seule personne marche à la hauteur de Kino, son frère Juan Thomas. Et Juan Thomas lui prodigue des conseils. Fais attention. Ne te laisse pas voler. Fais bien attention. Comment pouvons-nous savoir si ce qu'on nous paye est juste? Fais attention. Oui, nous ne savons pas ce que les autres acheteurs payent dans les autres villes. Fais attention. Oui, cela est vrai, mais comment pouvons-nous savoir puisque nous sommes ici et pas là-bas, répond Kino. Je sais. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de la ville, la foule grossissait derrière eux. Et Juan Thomas continue. Tu sais, avant ta naissance, les dieux avaient pensé à un système pour gagner plus d'argent avec leurs perles. Je sais. Ils avaient pensé que ce serait bien de trouver un intermédiaire à qui confier les perles pour qu'il aille les vendre à la capitale en lui donnant bien sûr sa part de profit. Oui, je sais. Ils ont trouvé leur homme, ils ont rassemblé les perles et ont envoyé l'homme à la capitale. Mais ils n'ont plus jamais entendu parler ni de l'homme, ni des perles. Je sais. Ils ont retrouvé un autre. Ils lui ont donné les perles et l'ont envoyé là-bas. Lui non plus. Ils n'en ont plus jamais entendu parler. Alors ils ont abandonné l'idée et sont revenus au vieux système. Je sais, je sais. Arrivé devant le bureau des acheteurs de perles, Kino dit « J'ai une perle !» Hé Bernardo, écoute l'Indien. Il dit qu'il a une perle. Hé l'Indien, tu sais, ici, parfois, on m'amène une douzaine de perles à la fois. Il dit, il a une perle. Bon, alors, montrez-la à nous, on l'examinera, et puis, hein, on te donnera le meilleur prix, hein. L'acheteur examine attentivement la perle de Kino, longuement, puis il déclare, trop grossière, simple curiosité, invendable. Je t'en offre 500 pesos. Kino reprend violemment sa perle. Ah, vous essayez de me voler. Vous savez très bien qu'elle en vaut 50 000. Des voleurs, des requins, des vautours, des... Oh, calmos l'Indien. Hey, Bernardo, dime, ¿cuánto la comprarás? ¿Cuánto? $400. 400 pesos. Eh oui, 400 pesos.
Kino fulmine. Il arrache sa perle et les traite de tous les noms. Mais avant qu'il passe le seuil de la porte, le premier acheteur l'appelle. « Hé, l'Indien, je peux aller jusqu'à 1500 pesos. » J'irai moi-même à la capitale la vendre. Et Kino traverse la foule, suivi de Juan Thomas et des autres. Dans sa hutte, Kino médite sombrement. Il vient de perdre un monde sans en avoir gagné un autre. Et Kino a peur. Il est terrorisé par ce monstre d'inconnu qu'on appelle la capitale, à plus de 1500 kilomètres de distance. Juana aurait tout donné pour retenir son homme. Kino, cette perle, c'est le malheur. Détruisons-la. Détruisons-la avant qu'elle nous fasse périr. Écrasons-la entre deux pierres. Allons la rejeter à la mer, Kino. C'est le malheur, cette perle. C'est une perle maudite. Dès demain matin, très tôt, nous monterons dans notre barque. Nous traverserons la mer. Nous passerons par les montagnes en direction de la capitale. Nous ne nous laisserons pas voler. Je suis un homme. Kino, j'ai peur. Kino, cette perle, c'est le malheur. Kino, on peut tuer un homme. Tais-toi. Je suis un homme. Tais-toi donc. Et elle se tue, car sa voix ordonnait. Dormons un peu. Dès le chant du coq, nous partirons. Tu n'as pas peur de venir avec moi? Non, mon homme. Et Kino posa un regard doux et tendre sur sa femme, tandis que sa main caressait son visage. Dans la nuit, Juana se lève discrètement. Kino la voit. Il entend à peine le bruit de la pierre qu'elle déplace. Puis elle se coule à l'extérieur, en direction de la mer. Kino fulmine. Il bondit sur ses pieds et la suit. Juana le voit et se met à courir. Elle a le bras levé prêt à lancer lorsque Kino saute sur elle et lui arrache la perle. Ensuite, il la frappe au visage. Juana tombe. Kino continue les coups. Dans les côtes, à la tête, dans le ventre. Dents serrées, lèvres retroussées. Kino sifflait comme un serpent et Juana, les yeux élargis, mais sans peur, le regardait droit dans les yeux, comme un agneau regarde le boucher. Le meurtre était en lui. Il abandonne sa proie et reprend le chemin de sa hutte. Plus haut, Kino est attaqué par deux silhouettes. Il sort son grand couteau et donne des coups dans tous les sens. Mais il se retrouve violemment projeté par terre. Des mains avides, des doigts vélus le tâtent à la recherche de la perle. Juana se traîne sur les rochers du rivage. Et dans le chemin, elle trouve deux silhouettes. Elle reconnaît Kino, mais l'autre portait une plaie béante et sanglante à la gorge. Mort. Et Juana comprit que plus rien ne serait comme avant. Et Kino désemparé. Ça y est, ils m'ont pris la perle. Je l'ai perdu la perle. J'ai fini la perle, je n'ai plus la perle. Ils m'ont volé la perle. Chut.
ta perle. Kino, la voici. Je l'ai trouvée sur le chemin. Tu m'entends? Tu m'entends, Kino? Tu as tué un homme. Il faut partir, Kino. Toute la nuit, ils marchèrent sans ralentir l'allure. Juan Thomas avait eu beau tenter de l'en dissuader, mais Kino répétait inlassablement: cette perle est devenue à présent mon âme. Si je l'abandonne, je perds mon âme. Les coyotes hurlaient et ricanaient dans les fourrés. Les hiboux ululaient au-dessus de leur tête. Kino plongea sa main dans son vêtement vers le manche de son grand couteau et il ressent une impressionnante sensation de sécurité. Au petit matin, Kino alla sur le rebord, l'autre côté de la route, pour découvrir une cachette pendant la journée. Non loin de là, il aperçoit une clairière avec un cours d'eau surplombé d'un rocher. Lorsque Juana s'assoit pour donner le sein à son enfant, Kino retourne sur le chemin, casse une branche et balaye soigneusement l'empreinte de leurs pas sur le chemin. Juana a peur. Kino la rassure. Coyotito a peur. Juana le rassure. Kino monte sur le rocher et aperçoit au loin, à quelques heures de là, 3 hommes qui les suivaient, 2 à pied, l'un à cheval portant un fusil. À la tombée de la nuit, Kino aperçoit les 3 hommes au bas du rocher. 2 dorment accroupis et roulaient sur eux-mêmes comme des chiens, tandis que le 3e montait la garde, un cigare à la bouche. Et à la flamme de l'allumette, Kino vit luire le bout du canon. Celui qui a le fusil, c'est lui que je dois avoir en premier. Oui, c'est lui. Après, je n'aurai plus rien à craindre, les autres dorment. La main de Juana se faufile hors de son châle et agrippe le bras de Kino. Elle craint qu'il ne soit trop visible avec ses habits blancs. Kino la rassure. Il fallait agir avant le lever de la lune. Écoute-moi bien. S'ils me tuent, tiens-toi tranquille. Et quand ils seront partis, va à Loreto. Nous n'avons pas le choix, c'est le seul moyen. Puis, il pose sa main sur la tête du bébé et l'y laisse pendant un long moment. Ensuite, il caresse le visage de sa femme tendrement. Alors, tel un félin qui ne se dirige vers le bivouac des 3 hommes, lorsque le veilleur tournerait la tête, Kino devait bondir. Ses muscles sont contractés comme des ressorts comprimés. Soudain, on entend un cri. Le veilleur tend l'oreille, se lève. L'un des dormeurs s'agite sur le sol, se réveille et demande « C'est qui ?» Je ne sais pas. On dirait un cri presque humain, comme un cri de bébé. Peut-être c'est une femelle coyote avec sa portée. Une fois encore, le cri se fait entendre. Si c'est un coyote, ceci le fera taire. Il épaule, vise et tire.
bondit la lame tranchante, rentre dans la chair et siffle. Elle pénètre dans le cou et profondément dans la poitrine. Kino est devenu maintenant une machine terrible, implacable. Il pivote sur lui-même et assène sur le crâne de l'homme assis un coup qui le fait exploser comme une grenade. Alors, se traînant sur le côté à la manière d'un crabe, le troisième tente de s'enfuir, glisse dans la mare et commence à grimper, follement à grimper le long de la falaise d'où l'eau ruisselle. Ses mains et ses pieds s'empêtrent dans le lacis de la vigne sauvage. Alors Kino voit les meurtriers comme l'acier le suit et Kino, d'un geste assuré, recharge le fusil, vise soigneusement et tire. Et il voit son ennemi tomber dans la mare. Et Kino, à son tour, rentre dans l'eau. À la lueur de la lune, les yeux suppliants le fixaient. Encore une fois, Kino tire entre les deux yeux. Soudain, Kino s'immobilise, indécis. Il se passait quelque chose. Un signal tentait d'alerter son cerveau. Son esprit reconnut le son, le cri hurlant, sanglant, le cri inhumain qui provenait de la petite grotte au flanc de la montagne rocheuse, le cri de la mort, le cri de Juana pleurant son bébé. Et Kino comprit. Kino comprit que ce n'est pas une piqûre de scorpion qui aura tué son enfant, mais une balle perdue. Tout le monde à La Paz se souvient du retour de la famille. C'est vers la fin d'un après-midi doré que les premiers gamins, courant comme des fous dans la ville, répandirent le bruit du retour de Kino et Juana. Et chacun se précipita dehors pour les voir. Tous les deux, ils marchaient sur la route défoncée qui mène à la ville. Ils ne marchaient pas à la file, Kino devant, Juana derrière, comme cela est d'usage, non. Ils marchaient côte à côte. Un fusil posé sur le bras de Kino. Juana avait chargé son châle sur son épaule comme un sac. Et dedans reposait un petit paquet mou et pesant. Le châle était tout raide de sang séché.
et le paquet se balançait légèrement à chaque pas. Juana avait les yeux écarquillés. Son visage était dur, ridé, tanné par la fatigue et par l'effort qu'elle faisait pour combattre cet épuisement. Ses yeux élargis regardaient en dedans d'elle-même. Elle était aussi lointaine, aussi distante que le paradis. Les lèvres de Kino étaient serrées. On racontait qu'il portait sur lui la terreur et qu'il était aussi redoutable qu'un ouragan qui se lève. On racontait qu'ils n'avaient plus rien d'humain et qu'ils étaient passés à travers la douleur et étaient ressortis sur l'autre versant. Et qu'une espèce d'aura magique les entourait et qu'ils transportaient une armature de colonnes de sombre peur. Et tous ceux qui s'étaient précipités pour les voir reculèrent pour les laisser passer sans pouvoir dire un mot. Kino et Juana passèrent à travers la ville comme si elle n'avait pas existé. Leurs yeux ne regardaient ni à gauche, ni à droite, ni autour, mais restaient fixés droit devant. Ils marchaient d'un pas un peu raide, on aurait dit des poupées mécaniques. Lorsqu'ils passèrent à travers la ville de ciment et de pierre, les acheteurs de perles les épiaient derrière leurs fenêtres à barreaux. Les domestiques collèrent l'œil aux fentes des portes et les mamans cachèrent le visage de leurs jeunes enfants dans leurs jupes. Côte à côte, Kino et Juana passèrent à travers la ville de ciment et de pierre, à travers leur village de huttes. Et tous les voisins s'écartèrent pour leur faire place. Juan Thomas leva la main en signe de bienvenue, mais les mots ne sortirent pas de sa bouche et le geste amical resta inachevé. Pendant un long moment, il resta planté, la main en l'air, déconcerté. Kino est devenu maintenant invulnérable, dangereux. Son chant est à présent un chant de combat. Ils passèrent devant le carré calciné qui avait été leur maison sans même y jeter un regard. Ils passèrent à côté de leur pirogue défoncée sans même y jeter un regard. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de la mer, ils s'arrêtèrent et regardèrent au loin par-dessus le golfe. Kino déposa son fusil par terre. Sa main fouilla dans ses vêtements et soudain, la perle apparut entre ses doigts. Il en scruta la surface et elle lui sembla grise et malsaine. Sa main tremblait un peu quand il se tourna vers Juana pour lui tendre. Et doucement, Juana lui dit: Non. Tout. Alors Kino leva le bras très haut et lança la perle de toute sa force. Kino et Juana la regardèrent décrire sa courbe scintillante et clignotante dans le soleil couchant. Et la perle descendit dans le fond
de l'eau verte et douce. Les algues flottantes lui faisaient signe et la saluaient dans sa chute. À la surface, les lumières jouaient vertes et adorables. Et la perle reposa dans le fond de la mer. Et la musique de la perle s'estompa, ne fut plus qu'un murmure et se tut à jamais.